Now I invite Mr. Hijin Kakai, Professor of Political Science, Head of Department of Political Science, Director of the Center of Sociological Studies and Political Science at the University of Abomey, Calavi. I hope I pronounced correct. Please, Mr. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers participants, en vos grades et qualités, cet après-midi, j'ai l'honneur de vous présenter une communication sur les variables lourdes explicatives du vote au Bénin. Mais d'entrée de jeu, permettez-moi de remercier Christina de l'autorité électorale permanente. J'ai fait sa connaissance au Bénin l'an dernier, quand le président de la Commission électorale nationale autonome du Bénin remerciait la délégation roumaine. Moi, j'avais déjà l'habitude de venir en Roumanie, et là j'ai cherché à prendre contact avec cette délégation. Depuis ce jour, on échange. Et étant ici dans le cadre d'une mission d'enseignement à l'université Babèche Bouyé, j'ai profité de cette opportunité pour prononcer cette conférence. J'ai choisi le vote dans la mesure où je note un certain nombre de similarités entre le comportement électoral au Bénin et le comportement électoral des Roumains. J'ai beaucoup lu sur le vote dans la Transylvanie, et c'est ça qui m'a permis de choisir un tel sujet. En effet, dans les années 1990, le Bénin est devenu un pays démocratique. Le Bénin est l'un des premiers pays de l'Afrique subsaharienne à devenir un pays démocratique. Et à partir de ce moment, le système électoral a été constitutionnalisé. La Commission électorale nationale a été constitutionnalisée également. Ce qui fait que la démocratie au Bénin prend tout son sens à partir du fait électoral, et plus précisément à partir de l'acte électoral, de l'acte de vote. Mais le comportement électoral n'est pas un comportement neutre. Le comportement électoral est un comportement dynamique, c'est un comportement insaisissable, ce qui fait qu'au Bénin, la dynamique politique se heurte à un certain nombre de constances. C'est-à-dire il y a un certain nombre de variables qui ne changent pas d'une élection à une autre. Parmi ces variables, nous pouvons noter l'ethnie, la région, le terroir et l'argent, qui sont des déterminants électoraux. Dans toute analyse sociale et politique, on a la présence de l'ethnie. Je peux même vous dire qu'au Bénin, si quelqu'un ne vous connaît pas et il demande votre nom de famille, le premier réflexe, vous êtes d'où? Vous êtes de quelle région? Et donc, dans notre vie quotidienne, l'identifiant ethnique, l'identifiant géographique sont des marqueurs, c'est-à-dire des déterminants. Et ces identifiants influencent également le jeu électoral. À partir de ce moment, l'ethnie
devient un produit politique. Les identités ethniques qui sont socialement construites deviennent des agents qui cristallisent le fait politique. Et comme je le disais, cela est dû au paysage ethnique. Vous voyez bien la carte du Bénin. Cette identité ethnique s'explique par le peuplement. Si on remonte dans un Bénin précolonial, une entité géographique, une entité physique comme le Bénin actuel, c'est-à-dire délimitée aujourd'hui par des frontières, n'existait pas. Et donc, les gens ont quitté, je dirais, le Nigeria pour s'installer au Bénin. D'autres ont quitté le Togo pour s'installer au Bénin. D'autres ont quitté le Niger, le Burkina Faso. Et donc, les gens se sont installés sur un territoire, mais ils ne pensaient pas qu'ils habitaient une même entité géographique. Et donc, il y a eu des guerres ethniques, des guerres d'expansion, et finalement, il y a eu beaucoup de ségrégation ethnique. Et le colon, c'est-à-dire le colon français, a su utiliser cette ségrégation ethnique pour diviser davantage les Béninois que nous sommes aujourd'hui. Et finalement, quand on parle d'élection, l'ethnie devient une réalité, pour ne pas dire l'ethnicité, c'est-à-dire ce que nous faisons de l'ethnie. Vous comprenez alors que au Bénin, nous avons 63 ethnies et nous avons en même temps 63 langues. Et donc, à chaque groupe ethnique correspond une langue et à chaque groupe ethnique correspond également des partis politiques. Et à partir de ce moment, qu'on parle d'élections présidentielles, d'élections législatives ou encore des élections locales, l'ethnicité demeure une variable explicative du comportement électoral. C'est vrai, quand en Roumanie et notamment dans la région de la Transylvanie, il me semble également qu'on retrouve des comportements ethniques. Mais à la différence qu'au Bénin, nous n'avions pas de minorités ethniques. Les minorités ethniques n'existent pas. Nous avons plutôt des ethnies qui sont statistiquement minoritaires. Mais toutes les ethnies participent aux opérations électorales à travers les partis politiques. Et si, disons, les partis politiques implantés dans des fortes communautés gagnent l'élection, il n'y a pas de souci. Les ethnies minoritaires n'en font pas un problème. Il n'y a donc pas une démocratie co-associative, un peu comme on note dans d'autres pays comme le Rwanda. Mais à l'ethnie correspond également la région. C'est-à-dire qu'on peut être de la même ethnie, ou du moins on peut parler la même langue, mais sans être de la même région. Ce qui fait qu'en fonction des enjeux électoraux, en fonction de l'élection, on peut distinguer l'électeur qui vote pour le candidat de son ethnie de l'électeur qui vote pour le candidat de sa région. C'est-à-dire que le terroir devient une donnée géométrique, une donnée variable, une donnée fluide. Si je peux vous dire, en ce qui concerne une élection présidentielle, tout un département peut voter pour un seul, un seul candidat. C'est-à-dire, en majorité, les gens peuvent voter pour le candidat de leur ethnie. Et au second tour, c'est surtout au second tour qu'on constate
que des alliances politiques déterminent le jeu électoral. Sinon, en ce qui concerne la région, vous pouvez être de la même localité, mais quand il s'agit de voter, les gens font la distinction entre le candidat qui est de leur village, le candidat qui est un ressortissant de leur commune, du candidat qui est un ressortissant de leur département. Ce qui fait que la dynamique électorale ne s'explique pas forcément. Mais les données géographiques s'expliquent également par la carte électorale du pays. Je peux vous dire que la carte électorale du Bénin se superpose à la carte ethnique, c'est-à-dire chaque circonscription électorale renvoie à des communes voisines où les habitants sont presque de la même ethnie ou de la même zone, au point où les électeurs ont peut-être l'obligation de voter pour le candidat de leur région, ce qui interpelle d'ailleurs le législateur béninois. L'espace ethnique et l'espace géographique sont également des cadres de création des partis politiques. Mais il n'y a pas que l'ethnie, il n'y a pas que la région. Nous avons également une dimension matérielle, une valeur marchande en ce qui concerne l'acte électoral. Je veux parler de l'argent. On peut même dire, sans se tromper, que de plus en plus, le fait matériel prend le dessus, c'est-à-dire que l'argent circule énormément en ce qui concerne les opérations électorales. L'argent détermine énormément le comportement électoral, aussi bien des agents ruraux que des urbains. C'est-à-dire que la pauvreté, le niveau de bien-être faible d'un certain nombre de citoyens béninois. Mais ce n'est pas pour me moquer de ces citoyens béninois. En réalité, il existe des circuits communautaires de financement politique. C'est-à-dire quand vous êtes candidat à une élection, des opérateurs économiques, des opérateurs privés, des douaniers, des gens nantis de votre localité se mettent ensemble pour financer votre opération électorale. Et en même temps, en finançant votre opération électorale, ils constituent également des coursiers électoraux. Voyez-vous, un coursier électoral, c'est-à-dire un agent qui fait la campagne pour vous, mais qui a une certaine représentation politique, qui a une certaine représentation sociale dans un milieu donné. Quand celui-là parle et vous demande de voter pour tel candidat, les électeurs y croient et votent dans la plupart du cas. Donc, la valeur marchande de l'élection s'explique également par le don. Le don ici qui nous renvoie à un sociologue français, Marcel Mauss. Le don, l'échange et le clientélisme. Le clientélisme qui peut aussi, être implanté dans le fait ethnique pour qu'on parle de l'ethno-clientélisme. Il y en a de même pour la corruption électorale. La corruption électorale qui s'organise également d'une région à une autre. En réalité, pour voter pour un candidat, nombre d'électeurs cherchent à y gagner quelque chose. C'est-à-dire, si vous ne, en griffe, vous ne bouffez pas l'argent de quelqu'un, ce n'est pas la peine de voter pour lui. À partir du moment où, s'il est élu, on considère que s'il est élu, il a le temps de voler l'État. Et s'il peut voler l'État, vous n'avez rien. Et donc, les opérations électorales constituent une opportunité pour un certain nombre de citoyens de prendre une partie de l'argent volé. Voilà un peu la logique utilitariste en ce qui concerne les opérations électorales. Le vote devient donc, je dirais, un gain, mais également un jeu. Merci de votre attention. Merci.